L'an 363 après la naissance du Christ. L'immense plaine mésopotamienne, brûlée par le soleil, fondait sous la chaleur de juin. L'air, dense et immobile, tremblait au-dessus du sable incandescent, déformant les contours des collines lointaines, les transformant en mirages fantomatiques. Ici, sur la terre hostile de l'Empire perse, se déroulait une tragédie destinée à résonner à travers les siècles. L'armée romaine, qui marchait encore fièrement il y a peu sous les étendards de l'empereur Flavius Claudius Julianus, battait maintenant en retraite, épuisée, harcelée, démoralisée. La grande campagne, conçue comme une marche triomphale d'un nouvel Alexandre, tournait à la catastrophe. Au cœur même de ce chaos, parmi le fracas des armes, les cris des blessés et les râles d'agonie, gisait-il, l'empereur. Quelques heures auparavant encore, sa silhouette, revêtue d'une armure étincelante, inspirait l'espoir aux guerriers. Sa voix, résonnant sur le champ de bataille, les menait en avant. Maintenant, il gisait dans sa tente, hâtivement dressé au milieu du camp, baigné de sang, une blessure béante au flanc causée par une lance perse perfide. Autour de lui s'empressaient ses fidèles généraux, médecins, philosophes, ses compagnons non seulement dans les campagnes militaires, mais aussi dans ses quêtes spirituelles. Leurs visages étaient déformés par le chagrin et le désespoir. Mais sur le visage de Julien lui-même, malgré une pâleur mortelle et les tourments, se lisait un calme étrange, presque surnaturel. Ses pensées, déjà voilées par le linceul de la mort imminente, ne se tournaient pas vers la douleur physique, ni vers la peur du néant, mais vers quelque chose d'incommensurablement plus grand. Il pensait aux dieux, à ces entités anciennes et puissantes auxquelles il avait consacré sa vie, dont il avait tenté de restaurer les autels des cendres de l'oubli. Il pensait à Rome, à sa gloire éternelle, qu'il rêvait de raviver dans tout l'éclat des vertus antiques. Il pensait à sa grande œuvre, inachevée, le retour de l'Empire à ses racines helléniques, à la sagesse de Platon et à la force d'Achille. Qui était-il? Cet homme qui avait défié le cours implacable du temps, qui avait tenté de faire rebrousser chemin au puissant fleuve de l'histoire, charriant sur ses vagues une nouvelle foi. Le christianisme, Flavius Claudius Julianus, neveu de Constantin le Grand, dernier empereur de sa dynastie, philosophe sur le trône, guerrier, écrivain, réformateur. Pour certains, il était le flambeau de la sagesse hellénique, le dernier défenseur du monde agonisant de la culture antique. Pour d'autres, l'apostate maudit, le renégat perfide qui avait osé lever la main contre le Christ et son Église. Son règne court, mais d'une fulgurante intensité, qui ne dura que 2 années incomplètes, devint l'une des pages les plus dramatiques de l'histoire du bas-empire romain. Il fut rempli de desseins grandioses, de réformes audacieuses, de luttes acharnées et en fin de compte, d'une défaite tragique. Mais même dans sa mort, Julien resta fidèle à lui-même, aux philosophes méprisant la mort et aux guerriers l'accueillant visière levée. Cette histoire n'est pas un simple récit de la vie et de la mort d'un empereur. C'est un voyage au cœur d'une époque complexe et charnière, où l'ancien monde s'effondrait et où le nouveau naissait seulement dans les douleurs. C'est une tentative de comprendre les motivations, les passions et les erreurs d'un homme qui osa défier le destin et dont le nom suscite encore aujourd'hui des controverses si vives. Nous nous plongerons dans les labyrinthes des intrigues de palais de Constantinople, nous parcourrons les routes poussiéreuses de la Gaule avec ses légions, nous jetterons un œil dans le silence des écoles philosophiques d'Athènes et nous nous retrouverons au cœur même de sa dernière et fatale bataille. Nous nous efforcerons de jeter un regard impartial sur les actes de Julien en séparant la vérité historique des mythes et légendes ultérieures afin de comprendre qui il était réellement, l'apostate ou le dernier des Romains. Son destin est un miroir dans lequel se reflète toute la tragédie et la grandeur de l'Antiquité finissante, et l'écho de ses pas résonne encore au carrefour de l'histoire. Préparez-vous à un voyage long et passionnant dans le monde de l'empereur Julien, dont la vie et la mort ont changé Rome à jamais et ont laissé une empreinte indélébile dans la mémoire de l'humanité. Flavius Claudius Julianus, le futur empereur, vit le jour en mai ou juin de l'an 331 ou 332, après la naissance du Christ. La date exacte de sa naissance, comme de nombreux détails de sa jeunesse, est enveloppée des brumes du temps et de témoignages contradictoires.
Son lieu de naissance fut Constantinople, la Nouvelle Rome, capitale éblouissante fondée par son oncle, l'empereur Constantin le Grand, sur les rives du Bosphore. Le simple fait d'être né dans cette ville, symbole d'une nouvelle ère pour l'Empire, semblait lui prédire un grand avenir. Cependant, les ombres qui s'épaississaient sur la famille impériale annonçaient plutôt la tragédie que le triomphe. Le père de Julien était Julius Constantius, demi-frère de Constantin le Grand, fils de l'empereur Constance Ier Chlore et de sa seconde épouse, Flavia Maximiana Theodora. Ainsi, Julien appartenait au sommet de la dynastie régnante. Ses veines étaient irriguées par le sang des Césars et des Augustes. Sa mère était Basilina, une femme de noble origine, native de Bithynie, fille de l'influent gouverneur d'Égypte Julius Julianus. Basilina avait reçu une excellente éducation, était une chrétienne zélée, bien que, selon certaines sources, elle sympathisa avec l'arianisme, et sa piété exerça sans aucun doute une influence sur la première éducation de son fils, fût-elle brève. Hélas, le bonheur familial fut de courte durée. Basilina mourut quelques mois seulement après la naissance de Julien, laissant le nourrisson aux soins de son père et de la nombreuse parenté impériale. Cette perte précoce de sa mère fut peut-être le premier maillon d'une chaîne d'événements tragiques qui façonnèrent de son caractère complexe et contradictoire. Il ne se souvenait pratiquement pas d'elle, et l'image de sa mère resta probablement pour lui un souvenir vague et idéalisé, tissé des récits de son entourage. La petite enfance de Julien se déroula dans une période de relative stabilité, tant que vécut son puissant oncle, Constantin le Grand. L'empereur, qui avait unifié sous son autorité l'immense empire romain et légalisé le christianisme, semblait un roc inébranlable. Julien grandit probablement dans le luxe du palais impérial, entouré de serviteurs, de précepteurs et de nombreux parents. Cependant, derrière l'éclat extérieur se cachaient de profondes contradictions et des luttes pour le pouvoir. La dynastie de Constantin était vaste, et chaque membre possédant ne serait-ce qu'une goutte de sang impérial pouvait potentiellement prétendre au trône. Cette tension latente devait éclater avec une force terrible. Le tournant dans la vie du jeune Julien, comme pour tout l'Empire, fut le mois de mai de l'an 337. Constantin le Grand décéda, sans laisser d'indication claire sur la succession au trône. Il avait partagé l'Empire entre ses trois fils, Constantin II, Constance II et Constant, et deux neveux, Dalmatius le Jeune et Annibalianus le Jeune, leur attribuant divers titres et territoires. Un tel système complexe de partage du pouvoir était intrinsèquement instable et menait inévitablement au conflit. Et celui-ci ne se fit pas attendre. Peu après la mort de Constantin, à l'été de cette même année 337, un massacre sanglant eut lieu à Constantinople, l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la dynastie. Les soldats de la garnison de la capitale, craignant prétendument un complot contre les fils de Constantin, se livrèrent à une répression impitoyable contre leurs plus proches parents de sexe masculin. Les véritables instigateurs de ce bain de sang font encore l'objet de débats parmi les historiens. Certains accusent Constance II, le plus ambitieux et le plus impitoyable des fils de Constantin, qui cherchait à éliminer tous ses rivaux potentiels. D'autres soulignent l'influence des cliques de la cour ou une mutinerie de soldats spontanés, habilement dirigés dans la bonne direction. Quoi qu'il en soit, presque tous les hommes adultes de la branche collatérale de la dynastie de Constantin furent victimes de ce massacre. Parmi les tués figurait le père de Julien, Julius Constantius. Avec lui périrent son fils aîné, demi-frère de Julien, par le premier mariage de son père, l'oncle de Julien, Dalmatius l'Ancien, qui occupait le poste de censeur, et ses fils, le César Dalmatius le Jeune et le roi des rois, Annibalianus le Jeune, ainsi que d'autres parents. Julien, âgé de 6 ans, et son demi-frère aîné par son père, Constantius Gallus, qui avait environ 11-12 ans, échappèrent miraculeusement à la mort. Leur salut s'explique de différentes manières. Selon une version, Julien était trop jeune pour représenter une menace. Selon une autre, Gallus souffrait d'une maladie grave et on le considéra comme non viable. Peut-être l'intercession de quelques courtisans influents ou d'évêques, se souvenant de la piété de sa mère Basilina, joua-t-elle également un rôle. Le plus probable est que Constance II, principale bénéficiaire de ce massacre,
décida de laisser la vie sauve aux garçons afin de les utiliser à l'avenir dans ses jeux politiques, ou qu'il ne les considéra tout simplement pas comme dangereux à ce moment-là. Cette tragédie laissa une empreinte indélébile dans l'âme de Julien. Il perdit en un instant son père, son frère, ses oncles, ses cousins, presque toute sa famille. Les images des parents tués, l'horreur vécue, l'atmosphère de peur et de trahison. Tout cela se grava profondément dans sa mémoire d'enfant. Il devint orphelin, otage entre les mains de ceux qui étaient peut-être responsables de la mort de ses proches. Cet événement engendra sans aucun doute en lui une profonde méfiance envers son entourage, en particulier envers le pouvoir impérial et les intrigues de cour. Il put aussi être l'une des sources de sa future aversion pour la cruauté et l'arbitraire, bien que, comme le montrera l'histoire, lui-même ne fut pas toujours exempt de ces vices. Après le massacre, Julien et Gallus se retrouvèrent sous la tutelle de l'empereur Constance II, leur cousin germain, qui partageait alors le pouvoir sur l'Empire avec ses deux autres frères, Constantin II et Constant, jusqu'à ce que ceux-ci périssent dans des guerres intestines, laissant Constance II seul maître. Initialement, Julien fut apparemment laissé à Constantinople, mais il fut bientôt envoyé à Nicomédie, une grande ville de Bithynie, patrie de sa mère. Là, il fut confié à l'éducation d'Eusèbe, évêque de Nicomédie, une figure ecclésiastique influente, qui adhérait aux vues ariennes. L'arianisme, qui niait la consubstantialité de Dieu le Père et de Dieu le Fils, était à l'époque un courant très répandu dans le christianisme, et Constance II lui-même y sympathisait. Dans la maison d'Eusèbe, Julien reçut son éducation initiale. L'évêque, étant un homme instruit, veilla probablement à ce que le garçon étudie la grammaire, la rhétorique et, bien sûr, les Saintes Écritures. Durant cette période, Julien, selon ses propres aveux ultérieurs, était un chrétien zélé. Il assistait aux offices religieux, lisait la Bible, participait aux rites religieux. Cependant, l'atmosphère de surveillance constante, les souvenirs de la tragédie vécue et peut-être un sentiment latent de fausseté dans la piété ostentatoire de certains de ses précepteurs purent semer dans son âme les premières graines du doute. Eusèbe de Nicomédie mourut vers l'an 341 et Julien, ainsi que Gallus, furent transférés de Nicomédie dans un lieu encore plus isolé, le domaine impérial de Macellum en Cappadoce, une province reculée d'Asie mineure. C'était en fait un château luxueux, entouré de vastes terres, mais pour les jeunes princes, il devint une sorte de prison dorée. Ils y passèrent environ 6 ans, de 341 à 347, dans un isolement complet du monde extérieur, sous la stricte surveillance de serviteurs et de précepteurs nommés par Constance. L'empereur craignait manifestement que ses neveux grandissants ne deviennent le étendard de quelque complot ou rébellion. La vie à Macellum était monotone et solitaire. Les frères étaient privés de la compagnie de leur père. Leur contact avec le monde extérieur était réduit au minimum. Leur principale occupation était l'étude. On leur donna accès à une riche bibliothèque, et Julien se jeta avec avidité sur les livres. Il étudia la littérature grecque classique, l'histoire, la philosophie. C'est ici, loin de l'agitation de la cour impériale et des controverses ecclésiastiques, que commença à se former sa passion pour la culture hellénique, qui se transformera plus tard en un attachement fervent au paganisme. Les relations entre Julien et Gallus durant cette période furent probablement complexes. Gallus était plus âgé, doté d'un tempérament plus colérique et plus impétueux. Julien, au contraire, était enclin à l'introspection, aux études livresques, se distinguant par sa retenue et sa discrétion. Néanmoins, un destin commun, un exil partagé et des ennemis communs durent les rapprocher. À Macellum, ils continuèrent de recevoir une éducation chrétienne. Un certain évêque arien, Georges de Cappadoce, homme rude et ignorant selon les dires ultérieurs de Julien, fut nommé leur précepteur. C'est peut-être précisément la fréquentation de tels représentants du christianisme, contrastant avec la grandeur et la sagesse des auteurs antiques qu'il lisait en cachette, qui renforça son aversion pour la foi qui lui était imposée. À Macellum, Julien et Gallus participèrent même à la construction d'une chapelle en l'honneur du martyr chrétien Mamas, ce qui devait démontrer leur loyauté envers l'empereur et la foi chrétienne. Cependant,
Derrière cette soumission apparente se cachait une protestation intérieure croissante, en particulier chez Julien. Les années d'isolement en Cappadoce furent pour lui une période de développement intellectuel et spirituel intense, mais aussi une période d'accumulation de rancœur et de formation d'une profonde antipathie envers Constance de Codeux, qu'il considérait comme responsable de la mort de sa famille et de son propre emprisonnement. Les ombres de Constantinople, qui avaient assombri son enfance, s'étendaient jusqu'ici, dans la lointaine Cappadoce, façonnant le caractère du futur empereur, en qui s'entremêlait de manière fantasque une soif de connaissance, une aspiration à la justice, une ambition cachée et un sentiment de rancœur profondément ancré. Cette période de sa vie jeta les bases de ses futures convictions et actions, prédéterminant en grande partie son destin tragique. Il ne savait pas encore quelles épreuves et quelles opportunités l'avenir lui réservait, mais les germes de l'apostasie étaient déjà semés dans son âme, attendant leur heure pour éclore. La période qui suivit l'emprisonnement à Macellum fut pour Julien une époque de croissance intellectuelle intense et de formation définitive de sa vision du monde. Constance II, convaincue que ses neveux ne représentaient pas une menace immédiate, ou peut-être ayant besoin d'héritiers et d'assistants potentiels, car il n'eut longtemps pas de fils, décida d'assouplir quelque peu sa surveillance. En 347, alors que Julien avait environ 16 ans, il fut autorisé à retourner à Constantinople pour poursuivre son éducation. Gallus, quant à lui, resta sous une surveillance plus étroite, et son destin sera différent. Le retour dans la capitale, ville de sa naissance, désormais à un âge conscient, dut produire sur Julien une impression énorme. Constantinople n'était pas seulement le centre administratif et politique de l'Empire, mais aussi la plus grande métropole culturelle et éducative. La vie intellectuelle y bouillonnait. Des rhéteurs et philosophes célèbres y travaillaient. Les bibliothèques regorgeaient de rouleaux et de codex. Pour un jeune homme dont l'âme aspirait au savoir, c'était comme une bouffée d'air frais après l'atmosphère étouffante de la réclusion cappadocienne. À Constantinople, Julien fut placé sous la tutelle d'Eutropius, un eunuque occupant une position élevée à la cour. Eutropius, lui-même homme instruit et fin connaisseur de la culture, veilla à ce que Julien reçoive les meilleurs précepteurs. L'un d'eux fut Nicoclès, célèbre grammairien et rhéteur de Laconie, adepte de la tradition hellénique classique. Sous sa direction, Julien perfectionna sa connaissance de la langue grecque, étudia Homère, Hésiode, les tragédiens, les historiens, tout le fond d'or de la littérature antique. Nicoclès, probablement, ne lui enseignait pas seulement les subtilités philologiques, mais lui inculquait aussi subrepticement l'amour des valeurs helléniques, des idéaux de courage, de vaillance, de sagesse et de beauté chantés par les auteurs anciens. Un autre précepteur important de Julien durant cette période fut Eusebolius, ou Eusebolius, un sophiste et rhéteur qui, par une ironie du sort, professait alors le christianisme, bien que plus tard, sous Julien, il retourna au paganisme, et après sa mort, de nouveau au christianisme, ce qui lui valut le surnom de transfuge. Eusebolius enseignait à Julien l'art de l'éloquence, si nécessaire à tout homme d'État ou intellectuel public de cette époque. Les leçons de rhétorique comprenaient non seulement l'étude des règles de construction des discours et des figures de style, mais aussi une immersion profonde dans l'histoire et la philosophie, car un bon orateur devait posséder des connaissances encyclopédiques. Bien que Julien continuât formellement de se considérer comme chrétien et d'assister aux offices religieux, son cœur penchait de plus en plus vers l'hellénisme. Il lisait avec délectation Platon, Aristote, Plotin, Porphyre, Jamblique, les piliers de la philosophie néoplatonicienne, qui au IVe siècle connaissait son apogée et devenait le principal rempart intellectuel du paganisme face au christianisme conquérant. Le néoplatonisme, avec sa doctrine de l'un, du monde intelligible des idées, de l'âme aspirant à l'élévation et à la fusion avec le divin, attirait Julien par sa profondeur, son raffinement et son lien avec la sagesse antique. Cependant, exprimer ouvertement ses sympathies pour le paganisme dans la capitale d'un empire chrétien, sous l'œil attentif de la cour de Constance, était dangereux. Julien se comportait avec une extrême prudence, dissimulant ses véritables opinions sous un masque de piété ostentatoire.
Il remplissait même les fonctions de lecteur à l'Église, ce qui devait démontrer son attachement au christianisme. Cette double vie, la nécessité de cacher constamment ses pensées et ses sentiments, fut sans aucun doute une dure épreuve pour lui, mais elle forgea aussi son caractère, lui apprit la patience, la ruse et l'art d'attendre son heure. Le séjour de Julien à Constantinople fut de courte durée. Ses succès dans les études, son esprit vif et sa popularité croissante parmi les intellectuels de la capitale commencèrent à éveiller les soupçons de Constance II. L'empereur, craignant toujours les complots et les prétendants au trône, décida d'éloigner son neveu capable de la cour. Vers 348 ou 349, Julien reçut l'ordre de se rendre à Nicomédie, où il avait déjà vécu sous la tutelle de l'évêque Eusèbe. Formellement, ce n'était pas un exil, mais cela signifiait en fait son éloignement du centre de la vie politique. À Nicomédie, Julien poursuivit son éducation, mais avec plus de liberté. Il y tomba sous l'influence de personnes qui jouèrent un rôle clé dans sa conversion définitive à la philosophie et à la religion hellénique. L'une de ces personnes fut le célèbre rhéteur Libanios, le représentant le plus autorisé de l'élite intellectuelle païenne de l'époque. Libanios enseignait à Nicomédie, mais Julien, en raison des craintes de Constance, avait interdiction d'assister à ses cours. Cependant, Julien trouva le moyen de contourner cette interdiction. Il se procurait les notes des cours de Libanios et les étudiait en secret. L'éloquence de Libanios, sa profonde érudition, sa défense passionnée des idéaux helléniques produisirent sur Julien une impression indélébile. Bien qu'il ne se soit pas connu personnellement durant cette période, Libanios devint pour Julien un maître et une idole par correspondance, et leur correspondance et leur amitié ultérieure joueront un rôle important dans la vie de tous deux. Encore plus significatif pour le développement spirituel de Julien fut sa rencontre avec Mardonios, un eunuque scythe, qui avait été le précepteur de sa mère Basilina et devint alors son mentor. Mardonios, malgré son origine barbare et sa position à la cour, était un profond connaisseur et un fervent admirateur de la culture grecque. Dès l'enfance, il inculqua à Julien l'amour d'Homère et des autres classiques, les opposant aux textes barbares, selon lui, des Saintes Écritures. Mardonios apprit à Julien à voir dans les mythes anciens non pas de simples contes, mais de profondes allégories dissimulant une vérité philosophique. Il lui inculqua un mode de vie ascétique, le mépris du luxe et des plaisirs sensuels, ce qui correspondait aux idéaux de la philosophie stoïcienne et platonicienne. L'influence de Mardonios sur la formation du caractère et de la vision du monde de Julien fut énorme. Il devint pour lui non seulement un maître, mais un père spirituel, un guide dans le monde de la sagesse hellénique. Sous son influence, Julien se persuada définitivement que la vérité et la beauté ne résidaient pas dans la nouvelle foi, mais dans l'héritage antique de la Grèce. À Nicomédie, Julien fit également la connaissance de plusieurs philosophes néo-platoniciens, qui le renforcèrent encore davantage dans ses nouvelles convictions. Il étudia les œuvres de Jamblique, qui développa la doctrine de Plotin, y ajoutant des éléments de théurgie, une pratique magique visant à communiquer avec les dieux et à atteindre l'union divine. La théurgie, avec ses rituels mystérieux, ses incantations et sa promesse d'un contact direct avec les forces supérieures, attirait particulièrement Julien, qui cherchait non seulement une satisfaction intellectuelle, mais aussi spirituelle. En 351, Constance II, ayant besoin d'un assistant en Orient, nomma le demi-frère de Julien, Gallus, César, et l'envoya à Antioche. Cet événement soulagea quelque peu la situation de Julien, car l'attention de l'empereur fut partiellement détournée vers Gallus. Julien fut autorisé à poursuivre ses pérégrinations en quête de savoir. Il visita Pergame, où il étudia auprès d'Édésios, disciple de Jamblique. Édésios, voyant la passion ardente de Julien pour la philosophie, l'orienta vers ses meilleurs disciples, Eusèbe de Mindos et Maxime d'Éphèse. Eusèbe mit Julien en garde contre l'engouement pour la théurgie, soulignant l'importance de la raison pure dans la quête de la vérité. Maxime, au contraire, était un adepte passionné de la théurgie et des pratiques mystiques. C'est précisément Maxime d'Éphèse, philosophe mage charismatique, qui exerça sur Julien une influence décisive. Il l'initia aux mystères helléniques secrets, probablement au culte mithriaque ou éleusinien,
et le convainquit définitivement de la vérité des dieux païens. Sous l'influence de Maxime, Julien renonça secrètement au christianisme et devint un fervent adepte de la religion hellénique. Cela se produisit vers 351-352, alors que Julien avait environ 20 ans. À partir de ce moment, sa vie acquit un nouveau but, la renaissance du paganisme et la restauration de la gloire de la civilisation hellénique. En 354, Julien fut autorisé à se rendre à Athènes, berceau de la philosophie et de la démocratie, ville sacrée pour toute Hélène. C'était la réalisation de son rêve de longue date. À Athènes, il passa plusieurs mois, assistant aux cours de philosophes et de rhéteurs célèbres, dont Proérésios et Hilaire. Il se plongea dans une atmosphère de liberté intellectuelle, fréquenta des esprits partageant ses idées, participa à des débats philosophiques. C'est là qu'il fut peut-être initié au mystère d'Éleusis, l'un des cultes les plus vénérés et mystérieux de la Grèce antique. Le séjour à Athènes marqua l'apogée de son parcours éducatif et le confirma définitivement dans ses convictions helléniques. Il se sentait l'héritier d'une grande tradition, appelé à la protéger de l'oubli et de la destruction. Cependant, l'idylle de la vie athénienne fut interrompue par des événements tragiques. La même année, en 354, son demi-frère Gallus, qui gouvernait en Orient avec une cruauté excessive et avait suscité le mécontentement de Constance, fut rappelé à la cour, arrêté et exécuté sur ordre de l'empereur. Cette nouvelle plongea Julien dans l'horreur et le désespoir. Il se retrouva de nouveau en danger de mort, car les soupçons de Constance pouvaient facilement se reporter sur lui. L'ombre de la mort plana de nouveau sur lui, et les sentiers secrets du savoir qu'il parcourait avec tant d'enthousiasme le menèrent soudain au bord du précipice. Ses études philosophiques et sa passion pour l'hellénisme pouvaient désormais être interprétées comme une déloyauté, voire un complot. L'avenir de Julien devint plus incertain et menaçant que jamais. Il fut convoqué à la cour de Constance à Médiolanum, ville aujourd'hui connue sous le nom de Milan, et personne ne savait ce qui l'y attendait, le pardon ou l'exécution. Le passage de savant philosophe à acteur sur la scène politique fut non seulement inattendu, mais aussi extrêmement risqué. La convocation à la cour de l'empereur Constance II à Médiolanum, qui suivit l'exécution de Gallus en 354, fut pour Julien un moment de péril extrême. Il avait environ 23 ans et était le dernier homme survivant de la branche collatérale de la dynastie de Constantin, à l'exception de l'empereur lui-même. Ce fait faisait de lui à la fois un héritier potentiel et l'objet de soupçons constants de la part du méfiant et impitoyable Constance. Julien comprenait parfaitement que sa vie ne tenait qu'à un fil. Les rumeurs et les dénonciations, l'accusant de sympathie secrète pour son frère exécuté, d'engouement pour les cultes païens et même de complot, pouvaient facilement le conduire à l'échafaud. À son arrivée à Médiolanum, Julien fut de fait placé en état d'arrestation. Pendant plusieurs mois, il vécut dans une peur constante, attendant la décision sur son sort. Il fut interrogé, surveillé. Chacun de ses pas et de ses paroles était soumis à une analyse minutieuse. À ce moment critique, son destin fut décidé par l'impératrice Eusébie, seconde épouse de Constance II. Eusébie, femme instruite, intelligente et, semble-t-il, dotée d'une certaine influence sur son mari, éprouva de la compassion pour le jeune prince. Elle voyait en lui non pas un conspirateur, mais plutôt un érudit livresque, éloigné des intrigues politiques. Peut-être comprenait-elle aussi que l'élimination de Julien laisserait la dynastie sans héritier potentiel, Constance étant alors sans enfant. Grâce à l'intercession d'Eusébie, Julien fut non seulement gracié, mais reçut une proposition inattendue. Le 6 novembre 355 à Médiolanum eut lieu une cérémonie solennelle au cours de laquelle Constance II proclama Julien César, co-empereur subalterne, et le nomma commandant des troupes en Gaule. Cette décision fut dictée moins par la confiance en Julien que par une nécessité désespérée. Les provinces occidentales de l'Empire, en particulier la Gaule, subissaient les raids dévastateurs constants des tribus germaniques, francs et alamans. Les troupes romaines subissaient des pertes, les villes étaient détruites, la population souffrait. Constance, occupée par des problèmes en Orient, avait besoin d'un représentant énergique et faisant autorité du pouvoir impérial en Occident. Julien, en tant que membre de la dynastie,
pouvait rallier les troupes et la population locale. Pour Julien lui-même, cette nomination fut un choc. Lui, philosophe et homme de lettres, sans aucune expérience militaire, devait prendre la tête d'une armée et combattre des barbares expérimentés et cruels. Il se sentait comme un pion dans un jeu étranger, jeté sur le front le plus dangereux. Cependant, il n'avait pas le choix. Refuser signifiait une mort inévitable. Pour renforcer le lien de Julien avec la maison impériale et accroître son contrôle sur lui, Constance le maria à sa sœur Hélène, fille de Constantin le Grand. Hélène était considérablement plus âgée que Julien, et selon certaines sources, ne brillait ni par sa beauté ni par sa santé. Ce mariage fut purement politique, et bien que Julien traitât Hélène avec respect, il ne lui apporta pas de bonheur personnel. Leurs enfants naquirèrent morts ou moururent en bas âge, ce qui accentua encore le tragique de sa vie personnelle. En partant pour la Gaule, Julien était empli de sombres pressentiments. Constance lui avait fourni des généraux et des administrateurs expérimentés, tels que le préfet du prétoire Florentius et le maître de la cavalerie Marcellus, qui devaient non seulement l'aider, mais aussi contrôler effectivement ses actions. Les pouvoirs de Julien en tant que César étaient fortement limités. Il ne pouvait pas nommer de fonctionnaires de manière indépendante, disposer du trésor, mener des négociations diplomatiques. En fait, il n'était qu'un chef nominal, responsable des opérations militaires, tandis que le pouvoir réel restait entre les mains des hommes de Constance. La situation en Gaule, où Julien arriva à la fin de 355, était catastrophique. La frontière du Rhin avait été percée. De nombreuses villes, dont Colonia Agrippina, aujourd'hui connue sous le nom de Cologne, Mogontiacum, ou Mayence, Argentoratum, l'actuel Strasbourg, avaient été prises et détruites par les barbares. Les troupes romaines étaient démoralisées, la discipline déclinait. La population locale vivait dans une peur constante. Julien devait résoudre des tâches extrêmement complexes, restaurer la capacité de combat de l'armée, chasser les barbares, renforcer les frontières, rétablir l'administration des provinces dévastées. À la surprise de beaucoup, et en premier lieu de Constance lui-même, Julien se révéla un dirigeant talentueux et énergique. Il maîtrisa rapidement l'art militaire, faisant preuve de courage personnel, de réflexion stratégique et d'une capacité à trouver un langage commun avec les soldats. Contrairement à de nombreux généraux de son temps, Julien partageait avec les guerriers toutes les difficultés de la vie de campagne, mangeait une nourriture simple, dormait sur une paillasse dure, participait personnellement aux escarmouches. Cela lui valut le respect et l'affection des légionnaires qui voyaient en lui non pas un aristocrate efféminé, mais un véritable compagnon d'armes. Les premières campagnes militaires de Julien, en 356, 357, visaient à libérer les villes capturées et à repousser les Francs et les Alamans au-delà du Rhin. Il agissait avec détermination et audace, risquant souvent sa propre vie. Il réussit à reprendre Colonia Agrippina aux Francs, à restaurer les fortifications sur le Rhin, à infliger plusieurs défaites aux détachements barbares. Cependant, la bataille décisive eut lieu en août 357 près de la ville d'Argentoratum, aujourd'hui Strasbourg. L'armée romaine sous le commandement de Julien, comptant environ 13 000 guerriers, affronta les forces combinées des tribus alamanes dirigées par leur roi Chnodomar. Les Alamans étaient considérablement plus nombreux, selon diverses estimations, entre 30 et 35 000 hommes. La situation semblait désespérée. De nombreux officiers romains, y compris le maître de la cavalerie Barbatio, qui avait remplacé Marcellus, conseillèrent à Julien d'éviter la bataille et de se retirer. Cependant, Julien, comprenant que le sort de toute la Gaule dépendait de l'issue de cette bataille, prit la décision de combattre. La bataille d'Argentoratum fut le triomphe du génie militaire de Julien. Il disposa habilement ses troupes, utilisant les particularités du terrain. L'infanterie romaine, formée en rangs serrés, résista à l'assaut furieux de la cavalerie et de l'infanterie alamane. Au moment critique de la bataille, lorsque le flanc droit romain commença à reculer sous la pression des forces ennemies supérieures, Julien se jeta personnellement au cœur de la mêlée, galvanisant les soldats par son exemple. Son sang-froid et son courage firent basculer l'issue du combat. Les Alamanes furent complètement défaits. Leur roi Chnodomar fut fait prisonnier. Les pertes barbares furent énormes, tandis que les Romains ne perdirent que quelques centaines d'hommes.
La victoire d'Argentoratum eut une signification colossale. Non seulement elle arrêta l'avancée des Alamans à l'intérieur de la Gaule, mais elle restaura également le prestige des armes romaines. Julien devint un héros aux yeux de l'armée et de la population. Sa gloire éclipsa même celle de Constance lui-même. Après Argentoratum, Julien mena plusieurs campagnes réussies au-delà du Rhin, sur le territoire même des barbares, les punissant pour leurs raids et les forçant à conclure une paix avantageuse pour Rome. Il restaura de nombreuses forteresses détruites le long du Rhin, assurant ainsi la sécurité de la frontière pour plusieurs années. Outre ses succès militaires, Julien se montra également un administrateur avisé. Il lutta activement contre la corruption parmi les fonctionnaires, qui s'enrichissaient sur les souffrances de la population. Il réduisit les impôts pour les provinces dévastées, ce qui contribua à la reprise économique. Il examinait personnellement les plaintes des citoyens, aspirant à la justice et à la légalité. Son activité administrative visait à alléger le fardeau du peuple simple et à renforcer la loyauté envers le pouvoir impérial. Il s'efforça de faire revivre l'autonomie municipale en associant à la gestion des villes les curiales locaux, c'est-à-dire les membres des conseils municipaux. Sa résidence en Gaule fut souvent Lutes Parisiorum, ville aujourd'hui connue sous le nom de Paris, qu'il aima beaucoup et pour laquelle il fit beaucoup pour son embellissement. Cependant, les succès de Julien en Gaule suscitaient une jalousie et une méfiance croissante de la part de Constance II et de ses courtisans. Il craignait que la popularité du César ne se transforme en une menace pour le pouvoir de l'Auguste. Des intrigues se tramaient à la cour, des rumeurs diffamatoires sur Julien se répandaient. Ses actions étaient constamment critiquées, ses initiatives sabotées. Le préfet du prétoire Florentius et d'autres fonctionnaires attachés à Julien rapportaient régulièrement à l'empereur. Constance s'efforçait de s'attribuer toutes les victoires de Julien, minimisant ses mérites. Les relations entre l'Auguste et le César devenaient de plus en plus tendues. Julien, de son côté, se sentait de plus en plus confiant. Il voyait les fruits de son travail. Il sentait le soutien de l'armée et du peuple de Gaule. Il comprenait que Constance était injuste envers lui et que sa position restait précaire. Il poursuivait ses études philosophiques, correspondait avec Libanios et Maxime d'Éphèse, se renforçant dans ses convictions païennes. Il se sentait de plus en plus non seulement comme un général, mais comme un homme appelé par le destin à quelque chose de plus grand. La pourpre de César, qu'il avait reçue des mains de Constance, devenait trop étroite pour lui. L'épée avec laquelle il avait si brillamment défendu la Gaule pouvait à tout moment se retourner contre ceux qui tentaient de limiter son pouvoir et de rabaisser ses réalisations. Le conflit entre Julien et Constance couvait, et la question était seulement de savoir quand et comment il éclaterait. La période gauloise fut pour Julien une école de la vie, le transformant de jeune homme inexpérimenté en guerrier aguerri et en souverain avisé, prêt à assumer l'entière responsabilité du destin de l'Empire. La tension dans les relations entre l'empereur Constance II, qui régnait en Orient, et son César Julien, qui triomphait en Gaule, atteignit son paroxysme vers la fin de l'an 359, début de l'an 360. Les succès de Julien, sa popularité croissante au sein des troupes et parmi la population des provinces occidentales, son caractère indépendant, tout cela suscitait chez Constance des craintes de plus en plus vives. L'empereur, lui-même parvenu au pouvoir unique par une série d'intrigues et de répressions sanglantes, était pathologiquement méfiant et ne tolérait à ses côtés personne qui pût faire de l'ombre à son autorité. Julien, quant à lui, malgré sa loyauté apparente, prenait de plus en plus conscience de l'injustice de sa situation et ressentait de plus en plus vivement le poids de la méfiance impériale. Le catalyseur du conflit ouvert fut la situation aux frontières orientales de l'Empire. Le roi perse Shapur II, profitant du fait que les principales forces romaines étaient détournées sur le Danube et le Rhin, lança une nouvelle offensive à grande échelle en Mésopotamie et en Arménie. En 359, les Perses s'emparèrent de l'importante forteresse d'Amida, après un siège long et sanglant. Constance avait un besoin urgent de renforts pour l'armée d'Orient, et il décida de les prendre en Gaule, parmi ces mêmes légions qui étaient dévouées à Julien, et qui venaient de remporter sous son commandement de brillantes victoires sur les Germains. Au début de l'an 360, Constance envoya en Gaule le tribun et notaire Decentius, avec l'ordre à Julien d'envoyer immédiatement en Orient
4 des meilleures légions gauloises, à savoir les Celtes, les Pétulants, les Herculiens et les Joviens, ainsi que 300 guerriers d'élite de chaque légion restante. Cet ordre équivalait à un suicide politique pour Julien. Premièrement, il se voyait privé de ses unités les plus combatives et les plus dévouées, ce qui affaiblissait la défense de la Gaule et mettait en péril toutes ses réalisations antérieures. Deuxièmement, les guerriers gaulois, dont beaucoup étaient originaires de ces terres, ne voulaient pas quitter leur foyer et leur famille pour aller combattre dans un Orient lointain et étranger. Ils étaient attachés à Julien, sous le commandement duquel ils avaient l'habitude de vaincre, et ne faisaient pas confiance aux généraux de Constance. Troisièmement, Julien lui-même comprenait parfaitement que Constance cherchait ainsi non seulement à renforcer l'armée d'Orient, mais aussi à affaiblir sa propre position, en le privant de son soutien militaire. Julien se trouva dans une situation extrêmement difficile. Obéir à l'ordre signifiait trahir les intérêts de la Gaule, perdre la confiance de ses soldats et peut-être signer son propre arrêt de mort, en restant sans défense face aux intrigues de Constance. Refuser signifiait une révolte ouverte et une guerre civile, dont l'issue était totalement imprévisible. Julien tenta de protester, soulignant le danger d'une nouvelle invasion germanique en cas d'affaiblissement de l'armée gauloise, mais Decius fut inflexible, invoquant la volonté de l'Auguste. Les événements se déroulèrent rapidement. Les légions destinées à être envoyées en Orient furent rassemblées à Lutes Parisiorum, c'est-à-dire à Paris, la résidence d'hiver de Julien. Le mécontentement grandissait parmi les soldats. Ils exprimaient ouvertement leur refus d'aller en Perse, se plaignant d'être arrachés à leur patrie et à leur général bien-aimé. Julien, bien que sympathisant avec eux, tenta de les convaincre d'obéir à l'ordre, craignant les conséquences d'une mutinerie. Cependant, la situation échappa à tout contrôle. Une nuit de février de l'an 360, la date exacte est inconnue, les soldats mutinés encerclèrent le palais où se trouvait Julien. Ils le proclamèrent Auguste, le hissant sur un bouclier, comme le voulait la coutume des guerriers romains lors de l'élection d'un empereur. Ils exigeaient qu'il accepte le titre impérial et les mène non pas en Orient, mais contre la tyrannie de Constance. Julien, comme il l'affirma lui-même dans une lettre aux Athéniens, hésita longtemps, refusa, invoquant son serment à Constance et le danger d'une guerre civile. Il affirma qu'on l'avait contraint par la force à accepter la pourpre. Cependant, de nombreux historiens, y compris Ammien Marcellin, contemporain des événements et admirateur de Julien, estiment que Julien, s'il ne fut pas l'initiateur de cette mutinerie de soldats, du moins ne s'y opposa pas outre mesure et peut-être même l'encouragea secrètement. Les ambitions, longtemps dissimulées sous le masque du philosophe et du César loyal, finirent par éclater au grand jour. Quoi qu'il en soit, Julien accepta le titre impérial et le diadème, qui, selon la légende, fut hâtivement fabriqué à partir d'un collier de soldat ou d'un harnais de cheval. Il prononça devant les troupes un discours dans lequel il promettait de gouverner avec justice, de défendre la Gaule et de veiller au bien-être des soldats. La proclamation de Julien comme Auguste était un défi direct à Constance II et signifiait le début d'une nouvelle guerre civile, un fléau qui avait déjà ravagé plus d'une fois l'Empire romain. Après sa proclamation, Julien commença immédiatement à agir en tant qu'Auguste de plein droit. Il nomma de nouveaux commandants, renforça son administration, commença à frapper monnaie à son effigie et avec son titre. En premier lieu, il mena une autre campagne réussie contre les Francs, afin de sécuriser ses arrières avant l'affrontement inévitable avec Constance. Puis Julien tenta de régler le conflit pacifiquement. Il envoya à Constance plusieurs lettres dans lesquelles il expliquait les circonstances de sa proclamation, l'assurait de sa loyauté personnelle, ce qui sonnait déjà faux, et proposait un compromis. Il régnerait en Occident en tant qu'Auguste, tout en reconnaissant l'autorité suprême de Constance. En fait, il proposait un retour au système de la diarchie ou de la tétrarchie, qui existait sous Dioclétien. Constance, qui se trouvait alors à Césarée de Cappadoce, entra en fureur en recevant les nouvelles de Gaule. Il considéra les actions de Julien comme une mutinerie et une trahison. Dans sa lettre de réponse, il exigea de manière tranchante que Julien renonce immédiatement au titre d'Auguste, se contente du titre de César et attende ses ordres ultérieurs. Il ne pouvait être question d'aucun partage du pouvoir.
Constance commença à préparer une armée pour marcher sur l'Occident afin de punir le usurpateur. Les négociations étaient dans l'impasse. La guerre civile devenait inévitable. Julien, comprenant que tout retard était dangereux, décida de frapper le premier. À l'été 361, il rassembla son armée, comptant environ 23 000 hommes, ce qui était considérablement moins que les forces de Constance, et marcha vers l'Orient. Son plan était audacieux: traverser toute l'Europe, occuper les provinces danubiennes clés et prendre l'initiative à Constance. La marche de Julien fut rapide et brillamment organisée. Il divisa son armée en 3 colonnes qui se déplaçaient par des itinéraires différents à travers la Rhétie, la Norique et la Pannonie, afin de dérouter l'ennemi et d'assurer une progression rapide. Julien lui-même, avec la majeure partie des troupes, marcha à travers la forêt noire et le long du Danube. Son apparition en Illyrie fut une surprise totale pour les partisans de Constance. Les villes et les légions passèrent l'une après l'autre de son côté. Le point stratégique clé de Sirmium, l'actuelle Sremska Mitrovica en Serbie, une importante base militaire sur le Danube, se rendit à lui sans combat. En peu de temps, Julien maîtrisa toute la préfecture des Balkans, y compris la Grèce. Constance, occupée par la préparation de la guerre contre les Perses, fut prise au dépourvu par les succès de Julien. Il fut contraint d'interrompre ses plans orientaux et de tourner son armée contre son nouveau rival. 2 armées romaines, dirigées par 2 empereurs, cousins germains, se préparaient à s'affronter dans une lutte fratricide quelque part dans les Balkans. L'Empire retenait son souffle, attendant une nouvelle guerre civile sanglante qui aurait pu saper définitivement ses forces. Cependant, le destin en décida autrement. Tandis que Julien se renforçait à Nessu, l'actuelle ville de Niche en Serbie, attendant l'arrivée de Constance, une nouvelle arriva qui changea tout. Le 3 novembre 361, l'empereur Constance II, qui marchait avec son armée depuis Antioche, mourut subitement de fièvre dans la petite ville de Mopsukhrenei, en Cilicie, en Asie mineure. Il n'avait que 44 ans, selon Ammian Marcellin, avant de mourir. Constance, conscient de l'impasse de sa situation, ou peut-être, cherchant à éviter une nouvelle effusion de sang, désigna Julien comme son successeur légitime. L'authenticité de ce fait est contestée, mais il facilita sans aucun doute l'accession de Julien au pouvoir unique. La mort de Constance élimina la principale menace pour Julien et prévint la guerre civile. Il était désormais le seul et incontestable Auguste de tout l'Empire romain. Le 11 décembre 361, Julien entra triomphalement à Constantinople, ville de sa naissance, qu'il avait quittée de nombreuses années auparavant en exilé suspect, et où il revenait maintenant en maître absolu. Des foules de gens l'acclamèrent comme un sauveur et un souverain légitime. Ainsi s'acheva cette étape dramatique de la vie de Julien. Le Rubicon était franchi, et tout retour en arrière impossible. Le philosophe lettré, devenu par la force du destin et de ses propres ambitions chef de guerre puis rebelle, se tenait maintenant au sommet du pouvoir. Des possibilités illimitées s'ouvraient devant lui pour la réalisation de ses plans grandioses de réforme de l'Empire et de renaissance de la culture hellénique. Mais le fardeau du pouvoir était lourd, et les ennemis, tant extérieurs qu'intérieurs, ne dormaient pas. Le règne court mais tumultueux de Julien ne faisait que commencer, et il était plein autant de grands espoirs que de présages tragiques. Devenu seul maître de l'Empire romain à la fin de l'an 361, Flavius Claudius Julianus eut enfin la possibilité de déclarer ouvertement ses véritables convictions religieuses et d'entreprendre la réalisation de ses plans longuement mûris pour la restauration du paganisme. Cet aspect de son règne devint le plus marquant, le plus controversé et, en fin de compte, le plus tragique, lui valant dans l'historiographie chrétienne le surnom de apostate, ou en grec apostata. Dès son arrivée à Constantinople, Julien cessa de dissimuler son attachement à la religion hellénique. Il commença à accomplir publiquement des sacrifices aux dieux olympiens, à restaurer les temples païens abandonnés et détruits, à accorder sa protection aux prêtres et aux philosophes néo-platoniciens. Ce revirement brutal dans la politique religieuse de l'État, qui depuis plusieurs décennies, depuis l'époque de Constantin le Grand, penchait de plus en plus vers le christianisme, provoqua un choc et la confusion dans la société. L'une des premières mesures de Julien fut le soi-disant « édit de tolérance »,
promulgué au début de l'an 362. Formellement, cet édit proclamait la liberté de conscience pour tous les citoyens de l'Empire, indépendamment de leurs convictions religieuses. Aux chrétiens, aux païens, aux juifs, à tous était garantie la liberté d'exercer leur culte. Julien abrogea toutes les lois antérieures dirigées contre les païens et leur restitua les biens des temples confisqués. De plus, il autorisa le retour d'exil de tous les évêques et membres du clergé bannis sous le règne de Constance II, en raison de controverses théologiques, ce qui concernait principalement les Nicéens et les Ariens, ainsi que d'autres courants chrétiens considérés comme des hérésies. À première vue, cet édit apparaissait comme une manifestation de libéralisme et d'une sage politique d'État, visant à mettre fin aux querelles religieuses. Cependant, les véritables motivations de Julien étaient plus complexes et plus profondes. Premièrement, il était effectivement opposé aux persécutions religieuses en tant que telles, les considérant comme inefficaces et injustes. Il estimait que la vraie foi devait s'imposer par la force de la persuasion, et non par la force de l'épée. Deuxièmement, et c'était probablement le point principal, Julien espérait que le retour des évêques exilés de différentes tendances, en particulier les Nicéens orthodoxes et les Ariens rivaux, entraînerait une intensification des dissensions internes au sein de l'Église chrétienne. Il espérait que les chrétiens, enlisés dans leurs propres disputes et querelles, affaibliraient leur position et se discréditeraient aux yeux de la société, ce qui faciliterait la renaissance du paganisme. Comme l'écrivit Amiens Marcellin, Julien estimait que la liberté des dissensions renforcerait les discordes populaires et qu'alors il n'aurait pas à craindre l'unanimité du peuple simple. En cela, il eut en partie raison. Les disputes entre les différentes factions chrétiennes reprirent effectivement avec une nouvelle vigueur. Cependant, l'objectif principal de Julien n'était pas simplement la tolérance religieuse, mais une restauration à grande échelle du paganisme, non pas dans ses formes archaïques, mais sous une forme renouvelée, philosophiquement réfléchie, capable de rivaliser avec le christianisme. Il rêvait de créer une sorte d'église païenne, une structure unifiée et organisée, fondée sur les principes de la philosophie néo-platonicienne et de la théurgie, avec sa propre hiérarchie de prêtres, son code moral, son activité caritative et son système d'éducation. Julien dirigea personnellement ce mouvement. Il assuma les fonctions de pontife suprême, titre traditionnel des empereurs romains, signifiant la primauté sur la religion d'État, connu également sous le nom de Pontifex Maximus. Il participait avec enthousiasme aux cérémonies païennes, offrait d'abondants sacrifices, ce qui lui valut le surnom moqueur de « tueur de taureaux » de la part des chrétiens, écrivait des hymnes aux dieux, en particulier à Hélios Soleil, qu'il vénérait comme la divinité suprême dans son système néo-platonicien, composait des traités philosophiques pour la défense du paganisme. Son exemple personnel devait inspirer les autres. Il s'occupa activement de la restauration et de la construction de temples païens dans tout l'Empire, y consacrant des fonds considérables provenant du trésor public. Il tenta de réformer le sacerdoce païen, exigeant des prêtres non seulement une pureté rituelle, mais aussi de haute qualité morale, de l'instruction, de la piété. Les prêtres, selon son dessein, devaient devenir les guides spirituels du peuple, les prédicateurs de la sagesse hellénique, les organisateurs de la charité, à l'instar des communautés chrétiennes, dont l'activité sociale suscitait chez Julien à la fois admiration et envie. Il nommait des grands prêtres provinciaux, ou archiérès, responsables de l'état des cultes païens dans leur région, et leur envoyait des instructions détaillées sur la manière d'organiser la vie religieuse. Le fondement philosophico-théologique de la politique religieuse de Julien était le néoplatonisme, tel que l'avaient développé Jean Blic et ses disciples, en particulier Maxime d'Éphèse, devenu l'un des plus proches conseillers de l'empereur. Julien croyait en une divinité une et transcendante, de laquelle émanaient, c'est-à-dire découlaient, d'autres dieux, les dieux olympiens traditionnels, les divinités locales, les forces cosmiques. Ces dieux étaient considérés comme des intermédiaires entre l'un et le monde matériel, comme des objets de culte et des sources de grâce. Une place particulière dans le panthéon de Julien était occupée par Hélios Mithra, dieu du soleil,
qu'il identifiait au principe intelligible suprême. La théurgie, pratique de la communication rituelle avec les dieux, jouait un rôle important dans ses conceptions religieuses. Julien ne se limita pas seulement à des mesures positives pour la renaissance du paganisme. Il entreprit également une série de démarches visant à affaiblir les positions du christianisme, bien qu'il évita la violence physique directe et les persécutions de masse, caractéristiques de certains de ses prédécesseurs, comme Dioclétien par exemple. Ces méthodes étaient plus subtiles et sophistiquées, mais non moins dangereuses pour l'Église chrétienne. L'un de ses décrets les plus célèbres et controversés fut le soi-disant « édit sur les écoles », promulgué en juin 362. Cet édit interdisait aux chrétiens d'enseigner la littérature grecque et romaine classique, la rhétorique et la philosophie. Julien justifiait cela par le fait que les chrétiens, rejetant les dieux païens célébrés dans ses œuvres, ne pouvaient les enseigner sincèrement et correctement. « S'ils considèrent comme sages ceux qu'ils expliquent, » écrivit Julien, « qu'ils imitent d'abord leur piété envers les dieux. S'ils pensent au contraire que ceux-là se sont trompés sur le plus important, qu'ils aillent dans les églises des Galiléens expliquer Matthieu et Luc. » Julien appelait avec mépris les chrétiens galiléens, soulignant leur origine, selon lui, provinciale. Cet édit portait un coup sérieux à l'intelligentsia chrétienne, dont de nombreux représentants étaient des rhéteurs et des grammairiens gagnant leur vie en enseignant les classiques. Il visait également à priver la jeunesse chrétienne de l'accès à la culture hellénique, qui était la base de l'éducation et de la vie intellectuelle de l'époque. Julien espérait que cela entraînerait une baisse du niveau culturel des chrétiens et les rendrait moins attrayants pour les couches instruites de la société. Cet édit suscita une vive critique de la part des apologistes chrétiens, tels que Grégoire de Nazianze et Apollinaire de Laodicée, qui y virent une tentative d'étouffer le christianisme par une famine culturelle. Certains enseignants chrétiens célèbres, par exemple Proérétios à Athènes, qui avait été le maître de Julien lui-même, furent contraints de quitter leur chaire. Julien priva également le clergé chrétien d'un certain nombre de privilèges, dont il jouissait depuis l'époque de Constantin le Grand, tels que l'exemption d'impôts et de corvées, le droit de juridiction ecclésiastique. Il cherchait à placer l'Église chrétienne sur un pied d'égalité, et en réalité, dans des conditions moins favorables par rapport au paganisme renaissant. L'empereur ne dédaignait pas non plus la polémique directe avec le christianisme. Il écrivit un ouvrage volumineux contre les Galiléens, connu également sous le titre latin Adversus Galilaeos, dans lequel il soumit la doctrine chrétienne à une critique acerbe, l'accusant d'illogisme, de barbarie, d'éloignement de la véritable sagesse hellénique et même d'athéisme, puisque les chrétiens rejetaient les dieux traditionnels. Ce traité, conservé seulement par fragments, principalement dans les réfutations de Cyril d'Alexandrie, démontre la profonde érudition de Julien tant en théologie chrétienne qu'en philosophie grecque, ainsi que sa haine sincère et passionnée envers la contagion galiléenne. Une place particulière dans la politique religieuse de Julien était occupée par son plan de restauration du Temple de Jérusalem, détruit par les Romains en l'an 70 de notre ère. Ce projet, entrepris en 363, avait plusieurs objectifs. Premièrement, il devait démontrer la bienveillance de Julien envers les Juifs, qu'il considérait comme des alliés dans la lutte contre le christianisme, puisque les uns et les autres rejetaient la divinité du Christ, bien que pour des raisons différentes. Deuxièmement, la restauration du Temple, prédite dans l'Ancien Testament, mais selon les chrétiens, impossible après la venue du Messie, devait porter un coup à la théologie chrétienne, qui affirmait que le Temple de Jérusalem avait perdu à jamais sa signification. Julien alloua des fonds considérables à ce projet et en confia la réalisation à son homme de confiance, Alypius d'Antioche. Cependant, l'entreprise se solda par un échec. Selon Ammien Marcellin et des auteurs chrétiens, les travaux furent interrompus par des incendies et des tremblements de terre mystérieux, lorsque, comme il est décrit, de terribles boules de feu jaillirent du sol, qui furent interprétées comme une intervention divine. Les historiens modernes supposent des causes plus prosaïques, sabotage, difficultés techniques, manque de financement ou la mort de Julien lui-même, qui interrompit le projet. La politique religieuse de Julien suscita des réactions mitigées dans la société.
Les païens, en particulier les intellectuels et l'aristocratie, saluèrent pour la plupart ses initiatives, voyant en lui le sauveur de la culture hellénique. Cependant, les larges masses de la population, surtout dans les provinces orientales, déjà largement christianisées, accueillirent ces réformes avec méfiance ou hostilité. Les chefs chrétiens, tels qu'Athanase le Grand, Grégoire de Nazianze, Jean Chrysostome, bien que ce dernier écrivit après la mort de Julien, engagèrent une polémique active contre l'empereur, dénonçant son apostasie et défendant la foi chrétienne. Malgré toute son énergie, son érudition et sa foi sincère en la justesse de sa cause, Julien ne put atteindre son objectif principal. La restauration du paganisme se révéla éphémère. Les raisons en sont multiples. Premièrement, le temps avait manqué. Le christianisme était déjà trop profondément enraciné dans l'Empire romain, en particulier en Orient. Il possédait une structure organisationnelle développée, une puissante tradition intellectuelle, un système de valeurs attrayant pour beaucoup, y compris l'idée du salut, de l'égalité devant Dieu, une charité active. Deuxièmement, le paganisme lui-même était trop hétérogène, dépourvu d'une dogmatique et d'une organisation unifiée pour rivaliser avec succès avec le christianisme. La tentative de Julien de créer une église païenne était artificielle et ne trouva pas un large soutien. Troisièmement, le court règne de Julien, qui dura moins de 2 ans, ne lui laissa tout simplement pas assez de temps pour réaliser des plans aussi ambitieux. Sa mort prématurée sur le champ de bataille interrompit toutes ses entreprises. Néanmoins, la politique religieuse de Julien eut des conséquences importantes. Elle obligea les penseurs chrétiens à approfondir leur foi, à affûter leur argumentation dans la polémique avec le paganisme. Elle montra également que le retour au passé était impossible et que l'avenir appartenait à la nouvelle religion. Paradoxalement, l'apostate, Julien, sans le vouloir, contribua au renforcement ultérieur du christianisme, qui, ayant surmonté cette dernière épreuve sérieuse de la part du pouvoir étatique, s'affirma déjà définitivement comme la religion dominante de l'Empire romain. Sa tentative de ramener les dieux se révéla à la fois tragique et héroïque, devenant un symbole éclatant de l'Antiquité finissante. Monté sur le trône impérial, Julien, avec l'énergie et l'idéalisme qui le caractérisaient, entreprit non seulement une restauration religieuse, mais aussi des réformes d'envergure dans les domaines de l'administration de l'État, de l'économie et de l'armée. Sa politique intérieure visait à lutter contre la corruption, à réduire les dépenses publiques, à alléger le fardeau fiscal, à renforcer la justice et à faire revivre les vertus civiques dans l'esprit des idéaux antiques. Il s'efforçait de créer l'image du philosophe sur le trône, d'un souverain ascète, accessible à ses sujets et personnellement impliqué dans toutes les affaires de l'État. L'une des premières mesures de Julien fut une réduction drastique de la cour impériale. La cour de Constance II était réputée pour son faste, son luxe et son immense personnel de courtisans, eunuques, serviteurs et espions, qui non seulement grevaient le trésor, mais étaient aussi une source constante d'intrigues et de corruption. Julien, qui méprisait la mollesse et le gaspillage, congédia des milliers de fonctionnaires de cour inutiles, selon lui, barbiers, cuisiniers, échansons, chambellans. Ammian de Marcellin rapporte une anecdote célèbre. Lorsque Julien demanda un barbier, un fonctionnaire richement vêtu se présenta à lui. L'empereur, surpris, fit remarquer qu'il avait demandé un barbier, et non un rationalise, c'est-à-dire un fonctionnaire des finances. Cet épisode illustre de manière frappante son aspiration à la simplicité et à l'économie. Il réduisit également considérablement le nombre d'agents secrets, connus sous le nom d'agentes in rebus, qui sous Constance s'était transformé en une sorte de police politique, tenant tout l'Empire dans la terreur. Julien accorda une grande attention à la réforme de la justice. Il s'efforça de rendre les tribunaux plus accessibles, rapides et équitables. Lui-même assistait souvent personnellement aux audiences judiciaires, s'immisçant dans les affaires et rendant des décisions. Il faisait preuve de clémence envers les petits délinquants, mais était sévère envers les fonctionnaires et les juges corrompus. Pour enquêter sur les abus commis à la cour de Constance II, Julien institua une commission spéciale à Chalcédoine, connue sous le nom de tribunal de Chalcédoine. Cependant, l'activité de cette commission fut critiquée par ses contemporains
pour sa cruauté excessive et sa partialité. Certains des condamnés, par exemple le puissant eunuque Eusèbe, ancien chambellan de Constance, étaient effectivement coupables de crimes graves, mais d'autres souffrirent injustement, victimes de règlements de compte ou de fausses dénonciations. Julien lui-même, semble-t-il, ne pouvait pas toujours contrôler le travail de la commission, ce qui jetait une ombre sur sa réputation de souverain juste. En politique financière, Julien chercha à alléger le fardeau fiscal, en particulier pour les couches les plus pauvres de la population et les provinces dévastées. Il abolit certains des impôts les plus lourds, tels que le chrysargire ou aurum lustral, un impôt sur les marchands et les artisans, perçu tous les 5 ans. Il rationalisa également le système de perception des impôts, luttant contre les abus des collecteurs. En Gaule, alors qu'il était encore César, il obtint une réduction significative de l'impôt foncier, ce qui contribua à la reprise économique de la région. Devenu Auguste, il tenta d'étendre cette pratique à d'autres provinces. Cependant, ces réformes financières étaient limitées par la nécessité d'entretenir une grande armée et de mener des guerres, ce qui exigeait des dépenses considérables. De plus, sa générosité en matière de restauration des temples païens pesait également sur le trésor. Julien accorda une attention particulière aux villes et à l'autonomie municipale. Il voyait dans les villes le soutien de l'Empire et les centres de la culture hellénique. Il s'efforça de restaurer l'autorité et la solvabilité financière des conseils municipaux, ou curies, dont les membres, connus sous le nom de curiales ou d'écurions, étaient responsables de la collecte des impôts et de la gestion de l'économie urbaine. Dans le bas empire romain, la situation des curiales était devenue extrêmement difficile. Ils répondaient de leurs biens pour les arriérés d'impôts, ce qui entraînait leur ruine et leur fuite des villes. Julien tenta d'alléger leur sort en leur accordant certains avantages et en les associant à la gestion. Il fit également de nombreux dons pour l'embellissement des villes, la construction d'édifices publics, d'aqueducs, de bibliothèques. Sa ville préférée restait Lutèce, c'est-à-dire Paris, mais il se souciait aussi d'autres centres, tels qu'Antioche, Constantinople, Athènes. Dans le domaine militaire, Julien poursuivit la politique de renforcement de l'armée, entamée par lui dès la Gaule. Il était partisan d'une discipline stricte, mais en même temps il veillait aux besoins des soldats, inspectait personnellement les troupes, partageait avec eux les difficultés de la vie de campagne. Il s'efforçait d'accroître la capacité de combat des légions, d'améliorer leur armement et leur approvisionnement. Ses succès militaires en Gaule lui valurent une immense popularité au sein de l'armée, qui restait son principal soutien. Julien tenta de mettre en œuvre l'idéal du souverain philosophe décrit par Platon. Il menait une vie modeste, presque ascétique, travaillait beaucoup, consacrant ses nuits à l'étude de la philosophie et à la rédaction de ses propres ouvrages. Il était accessible aux solliciteurs, cherchant à s'impliquer personnellement dans toutes les affaires. Son énergie et sa capacité de travail stupéfiaient ses contemporains. Cependant, son idéalisme et son intolérance envers les défauts d'autrui entraînaient souvent des conflits. Il était colérique, direct, pas toujours diplomate. Son attachement passionné à l'hellénisme et son aversion pour le christianisme suscitaient le rejet d'une partie importante de la population. Un exemple de ce conflit fut son séjour à Antioche sur l'Oronte, l'une des villes les plus grandes et les plus riches d'Orient, durant l'hiver 362-363, lors de la préparation de la campagne de Perse. La population d'Antioche, majoritairement chrétienne et hellénisée seulement superficiellement, ne partageait pas les passions religieuses et philosophiques de l'empereur. Les Antiochiens, connus pour leur esprit libre et leur amour des divertissements, se moquaient de l'ascétisme de Julien, de sa barbe qu'il portait à l'imitation des philosophes grecs, alors que les empereurs romains se rasaient habituellement, de ses fréquents sacrifices. Ils étaient irrités par les difficultés économiques causées par la présence dans la ville d'une immense armée et par la hausse des prix des denrées alimentaires dont ils tenaient l'empereur pour responsable. Julien, à son tour, était indigné par la légèreté, l'ingratitude et l'impiété des Antiochiens. Il tenta de réglementer les prix du pain, ce qui ne fit que le faire disparaître du marché. Le conflit atteignit une telle acuité que Julien, en réponse aux moqueries des Antiochiens, écrivit un ouvrage satirique, le Misopogon, ce qui signifie « l'ennemi de la barbe » ou « le barbu haïssable »,
dans lequel il tournait en dérision avec causticité les mœurs des habitants d'Antioche, mais aussi lui-même, reconnaissant ses propres défauts. Cet épisode montra à quel point les idéaux de Julien étaient éloignés de la réalité, et combien il lui était difficile de trouver un langage commun avec ces sujets qui ne partageaient pas ses vues philosophiques et religieuses. Malgré toutes les difficultés et les contradictions, la politique intérieure de Julien était empreinte d'une aspiration sincère au bien de l'Empire. Il tenta d'arrêter les processus de décomposition qui affectaient la société romaine tardive, de faire revivre la vertu civique, la justice et les traditions culturelles. Cependant, ces réformes furent trop brèves et, à bien des égards, trop radicales pour s'enraciner. Son pari sur la renaissance du paganisme se révéla perdant face à l'avancée inexorable du christianisme. Son idéalisme se heurtait souvent à l'inertie de l'appareil bureaucratique, à la cupidité de certains groupes de la population et à la décadence générale des mœurs. Néanmoins, nombre de ses initiatives, par exemple dans le domaine fiscal ou la lutte contre la corruption, étaient un progressiste et méritent une haute appréciation. Julien reste dans l'histoire comme l'un des derniers réformateurs du monde antique, tentant de le sauver de l'effondrement imminent, bien que par des méthodes pas toujours en accord avec l'esprit du temps. Sa tragédie fut d'avoir tenté de faire reculer l'histoire sans comprendre que l'ancien monde ne reviendrait plus. Le point culminant et en même temps la fin tragique du court règne de l'empereur Julien fut sa grandiose campagne contre l'empire perse des Sassanides, au printemps-été de l'an 363. Cette campagne, conçue comme un coup dévastateur porté à l'ennemi héréditaire de Rome en Orient et comme une répétition des triomphes d'Alexandre le Grand, se transforma pour Julien et son armée en une catastrophe, qui lui coûta la vie et anéantit nombre de ses projets de réforme. Les raisons qui poussèrent Julien à entreprendre cette expédition risquée étaient multiples. Premièrement, c'était une nécessité stratégique de longue date. La Perse, sous le règne énergique du roi Shapur II, qui régna de 309 à 379, représentait une menace constante pour les provinces orientales de l'Empire romain. Les Perses avaient envahi à plusieurs reprises la Mésopotamie, la Syrie, l'Arménie, s'emparant de villes et de forteresses romaines, emmenant en captivité des milliers d'habitants. Constance II avait mené contre Shapur II des guerres longues et globalement infructueuses. Julien, désireux de sécuriser les frontières de l'Empire et de restaurer son prestige militaire, jugeait nécessaire d'infliger une défaite décisive à la Perse. Deuxièmement, Julien brûlait sans aucun doute d'une soif de gloire militaire. Ses succès en Gaule contre les Germains l'avaient inspiré à des exploits plus ambitieux. L'image d'Alexandre le Grand, conquérant de l'Orient, était pour lui une étoile directrice. Une victoire sur la Perse devait non seulement renforcer son pouvoir et son autorité, mais aussi inscrire son nom au panthéon des plus grands généraux de l'histoire. Cela devait également, selon son dessein, contribuer à la consolidation de l'Empire autour de sa personne et de son programme de renaissance des valeurs helléniques, y compris la vaillance guerrière. Troisièmement, certains historiens supposent que Julien pouvait aussi poursuivre des objectifs religieux. La Perse était le bastion du zoroastrisme, et une victoire sur elle aurait pu, à ses yeux, symboliser le triomphe des dieux helléniques ou, du moins, affaiblir l'un des concurrents de son paganisme rénové. Cependant, les preuves directes d'une telle motivation sont rares. La préparation de la campagne fut menée à grande échelle. Julien rassembla une armée immense, comptant, selon diverses estimations, de 65 à 90 000 hommes. Elle comprenait les meilleures légions de tout l'Empire, y compris les vétérans des campagnes de Gaule, ainsi que de nombreux contingents auxiliaires, dont des alliés barbares tels que les Goths et les Arabes. Une puissante flotte de plus de 1000 navires de transport et de combat fut créée, qui devait accompagner l'armée le long de l'Euphrate, transportant vivres et machines de siège. L'hiver 362-363, Julien le passa à Antioche, s'occupant des derniers préparatifs et réglant les affaires en Orient. Comme nous l'avons déjà mentionné, son séjour y fut assombri par un conflit avec la population locale. Néanmoins, il ne renonça pas à ses plans. Avant le début de la campagne, Julien, fidèle à ses convictions religieuses, accomplit de nombreux sacrifices et consultations d'oracles, cherchant à s'assurer le soutien des dieux. Les présages, selon Ammien Marcellin,
était ambigu et plutôt défavorable, mais l'empereur, confiant en sa justesse et sa chance, décida de les ignorer. Il rejeta également la proposition de Shapur II d'entamer des négociations de paix, exigeant une capitulation inconditionnelle. Le 5 mars 363, Julien, à la tête de son immense armée, quitta Antioche. Le plan initial, semble-t-il, prévoyait une invasion de la Perse par le nord, à travers l'Arménie, où les Romains pouvaient compter sur le soutien du roi arménien Arshak II. Cependant, au dernier moment, Julien changea de plan. Il décida de porter le coup principal directement au cœur de l'Empire perse, sur sa capitale Ctésiphon, située sur le Tigre en Mésopotamie. Pour ce faire, il mena la majeure partie de l'armée vers le sud, le long de l'Euphrate. Un détachement plus petit, comptant de 18 à 30 000 hommes, sous le commandement de ses généraux Procope et Sébastien, fut envoyé en Arménie, avec l'ordre de rejoindre là-bas les troupes du roi Arshak, et d'attaquer ensuite les Perses par le nord, détournant leurs forces. Ce plan était risqué, car il divisait les forces romaines et subordonnait le succès de l'opération à la coordination des actions de deux groupes d'armées éloignés l'un de l'autre. Le début de la campagne fut couronné de succès. L'armée romaine, accompagnée de la flotte, progressa rapidement en territoire ennemi. Julien se montra un chef de guerre énergique et talentueux. Il dirigeait personnellement les troupes, participait aux escarmouches, maintenait la discipline. Les Romains prirent et détruisirent plusieurs forteresses perses, dont Pirisabora et Maiosa-Malcha. Les Perses, pris au dépourvu par l'offensive rapide, évitaient les grandes batailles, appliquant la tactique de la terre brûlée, détruisant les récoltes, empoisonnant les puits, attaquant les détachements romains de fourrageage. Fin mai 363, l'armée de Julien arriva devant les murs de Ctésiphon, une ville immense et bien fortifiée. Les Romains remportèrent une victoire dans une grande bataille près des murs de la capitale perse, infligeant une défaite à l'armée de Shapur II, mais ne purent reprendre la ville elle-même. Le siège de Ctésiphon exigeait beaucoup de temps et de force, et les Romains commençaient à avoir des problèmes d'approvisionnement. La flotte, qui devait assurer l'armée en vivres, ne pouvait pas remonter le Tigre aussi loin. De plus, le détachement nord de Procope et Sébastien n'était toujours pas apparu, soit à cause de la trahison du roi arménien, soit à cause d'un manque de coordination des actions. À ce moment critique, Julien prit une décision fatale. Au lieu d'assiéger Ctésiphon ou de battre en retraite par le même chemin, le long de l'Euphrate, il ordonna de brûler sa flotte, afin qu'elle ne tombe pas aux mains de l'ennemi et que les soldats ne comptent pas sur une retraite facile, et de s'enfoncer à l'intérieur de la Perse, vers le nord-est, à travers des régions peu peuplées et désertiques, espérant y trouver des vivres et rejoindre le contingent arménien. Cette décision fut dictée en partie par le désespoir, en partie par une confiance en soi excessive et une aspiration à une victoire décisive à tout prix. Beaucoup de ses généraux étaient opposés à ce plan, mais Julien insista. La retraite, car c'en était déjà une en fait, bien que Julien tentât de la présenter comme une manœuvre, se transforma en un véritable enfer. L'armée romaine se déplaçait sur une terre brûlée par les Perses, souffrant du manque de nourriture, d'eau, de la chaleur torride et des attaques constantes de la cavalerie et des éléphants perses. Les soldats étaient épuisés, démoralisés, leur morale déclinait. Julien, comme toujours, s'efforçait d'être en première ligne, encourageant les guerriers. Mais lui non plus ne pouvait changer la situation. Le 26 juin 363, lors d'un nouveau combat d'arrière-garde avec les Perses près de Maranga, ou Phrygia, non loin de Samara, la tragédie se produisit. Julien, apprenant l'attaque contre l'arrière-garde, se précipita au combat en toute hâte, sans même avoir eu le temps de revêtir son armure. Selon une version, il l'avait enlevée à cause de la chaleur. Selon une autre, il n'avait tout simplement pas eu le temps. Pendant la mêlée, il fut mortellement blessé par une lance ou un javelot ennemi, qui lui transperça le flanc, touchant le foie et les intestins. Il existe également une version, soutenue par certains auteurs chrétiens, selon laquelle Julien ne fut pas tué par un Perse, mais par l'un de ses propres soldats chrétiens, qui se vengea ainsi de ses persécutions contre la foi. Cependant, Ammian Marcellin, témoin oculaire des événements, affirme qu'il s'agissait d'une lance perse. L'empereur blessé fut transporté dans sa tente. Il supporta courageusement ses souffrances,
consola ses compagnons, s'entretint avec les philosophes Maxime d'Éphèse et Priscus sur l'immortalité de l'âme. Selon la tradition, ses dernières paroles furent « Tu as vaincu, Galiléen », en latin Vicisti Galilae, adressées au Christ. Cependant, cette phrase est très probablement une légende chrétienne ultérieure, inventée pour souligner le triomphe du christianisme sur le dernier empereur païen. Ammien Marcellin, qui décrit en détail les dernières heures de Julien, ne rapporte rien de tel. Selon lui, Julien mourut calmement, en philosophe, dissertant sur des sujets élevés et n'exprimant de regret que pour ne pas avoir pu achever ce qu'il avait commencé. Il refusa de nommer son successeur, laissant ce droit à l'armée ou au Sénat. La mort de Julien plongea l'armée romaine dans l'abattement et la confusion. Le lendemain, 27 juin 363, un conseil militaire réuni à la hâte élut comme nouvel empereur Jovien, chef des gardes du corps impériaux, connu sous le nom de Primicerius Domesticorum. Jovien était chrétien, un homme peu remarquable mais apparemment une figure de compromis. Sa tâche principale fut de sauver les restes de l'armée. Il fut contraint de conclure avec Shapur II un traité de paix humiliant, par lequel Rome cédait à la Perse 5 provinces mésopotamiennes, des forteresses stratégiquement importantes, dont Nisib et Singara, et renonçait à son soutien à l'Arménie. Ce fut un coup dur pour le prestige et la sécurité de l'Empire romain en Orient. Le corps de Julien fut embaumé et transporté à Tarse de Cilicie, où il fut initialement enterré, conformément à son propre testament. Il voulait être enterré dans cette ville où, selon la tradition, se trouvait le tombeau d'Alexandre le Grand, ou, selon une autre version, parce que c'était la ville des philosophes stoïciens. Plus tard, peut-être sous l'empereur Théodose Ier le Grand, ses restes furent transférés à Constantinople et inhumés dans le mausolée impérial aux côtés d'autres membres de la dynastie de Constantin, mais dans un sarcophage séparé, comme pour souligner sa position particulière, apostate. Ainsi s'acheva la dernière campagne de l'empereur Julien. Une campagne qui devait lui apporter une gloire éternelle, mais qui ne lui apporta que la mort et la défaite. Sa mort marqua un tournant dans l'histoire du bas empire romain. Avec lui disparut la dernière tentative sérieuse de restauration du paganisme. La voie vers le triomphe final du christianisme était ouverte. La mort de l'empereur Flavius Claudius Julianus sur le champ de bataille en Mésopotamie, le 26 juin 363, ne marqua pas simplement la fin d'un règne court mais exceptionnellement riche. Elle devint une frontière symbolique, une ligne tracée sous toute une époque, l'époque de l'Antiquité classique, qui, malgré toutes ses transformations internes, tentait encore de défendre son droit à l'existence face au nouveau monde, à la nouvelle foi, à la nouvelle civilisation qui s'annonçait. La mort de Julien ne fut pas seulement la tragédie personnelle du philosophe sur le trône, mais aussi l'échec de la dernière tentative d'envergure, sanctionnée par le pouvoir de l'État, de faire reculer la roue de l'histoire et de restaurer le paganisme dans l'Empire romain. Les conséquences immédiates de la mort de Julien furent catastrophiques pour Rome. L'élection de Jovien, homme sans talent particulier ni poids politique, conduisit à la conclusion d'une paix honteuse avec la Perse, par laquelle l'Empire perdait des territoires considérables en Orient et renonçait à son influence en Arménie. Cette défaite affaiblit durablement les positions romaines dans la région et annonça d'autres pertes territoriales. L'armée, épuisée et démoralisée, regagna avec peine le sol romain, laissant derrière elle le sillage d'espoirs déçus et d'amères désillusions. La politique religieuse de Julien, son projet principal et le plus ambitieux, s'effondra presque immédiatement après sa mort. Jovien, étant chrétien, abrogea sur le champ tous les décrets antichrétiens de son prédécesseur, rétablit les privilèges de l'Église et du clergé. Les temples païens, qui commençaient à peine à renaître, retombèrent en déshérence. Les prêtres perdirent le soutien de l'État. Le processus de christianisation de l'Empire, interrompu pendant le court règne de Julien, reprit avec une nouvelle vigueur et de manière désormais irréversible. Les empereurs suivants, tels que Gratien et surtout Théodose Ier le Grand, non seulement poursuivront la politique de soutien au christianisme, mais passeront à des persécutions actives contre le paganisme, interdisant les cultes païens publics et fermant les temples. Ainsi, le court règne de Julien ne fut qu'un bref intermède,
un éclair fulgurant mais sans espoir du monde païen finissant. L'évaluation de la personnalité et de l'œuvre de Julien commença de son vivant et se poursuit encore aujourd'hui, suscitant des controverses acharnées et engendrant les opinions les plus contradictoires. Les contemporains païens, tels que l'historien Ammien Marcellin, qui fut la principale source d'informations sur Julien et servit sous ses ordres, et le rhéteur Libanios, son ami et admirateur, laissèrent des témoignages enthousiastes sur l'empereur. Pour eux, Julien incarnait le souverain idéal, philosophe sage, guerrier courageux, juge équitable, ascète et réformateur. Ils exaltaient son instruction, son courage personnel, son aspiration à la renaissance de la culture et des vertus helléniques. Ammien, bien que critiquant Julien pour certains de ses défauts, par exemple son engouement excessif pour les sacrifices, sa loquacité excessive, une certaine agitation, brossa globalement de lui le portrait de l'un des plus grands empereurs romains. Libanios, dans ses discours et ses lettres, pleura sa mort prématurée comme une perte irréparable pour l'ensemble du monde civilisé. Les contemporains chrétiens et les écrivains des générations suivantes, au contraire, créèrent l'image de Julien comme l'apostate, un scélérat, un traître à la vraie foi, un persécuteur de l'Église, un suppôt des démons. Les pères de l'Église, tels que Grégoire de Nazianze, qui étudia avec Julien à Athènes et le connut personnellement, Athanase le Grand, Jean Chrysostome, Cyril d'Alexandrie, le soumirent à une critique acerbe, dénonçant sa politique religieuse, ses vues philosophiques, ses qualités personnelles. Ils voyaient en lui l'incarnation des forces antichrétiennes, un instrument du diable tentant de détruire l'Église. Sa mort sur le champ de bataille fut interprétée par eux comme un châtiment divin pour son apostasie. La légende de son cri d'agonie « Tu as vaincu, Galiléen » devint le symbole du triomphe final du christianisme. Cette image négative de Julien domina l'historiographie européenne pendant de nombreux siècles, en particulier au Moyen Âge. Cependant, même parmi les auteurs chrétiens, il y eut des évaluations plus modérées. Par exemple, l'historien ecclésiastique Socrate le Scolastique, écrivant au Ve siècle, reconnaissait certaines qualités positives de Julien, telles que son instruction et sa tempérance, tout en condamnant sa politique religieuse. Un regain d'intérêt pour la personnalité de Julien se produisit à la Renaissance, lorsque les humanistes, admirateurs de la culture antique, virent en lui un défenseur de la sagesse hellénique et un monarque éclairé. Ses écrits, comprenant des discours, des lettres, des traités philosophiques, la satire misopogone, des hymnes aux dieux, furent étudiés et traduits. Les philosophes et écrivains des Lumières, au XVIIIe siècle, tels que Montesquieu, Voltaire, Gibbon, appréciaient également hautement Julien, voyant en lui un combattant contre le fanatisme religieux et les superstitions, un partisan de la tolérance et de la raison. Pour eux, il était une figure tragique, en avance sur son temps, un monarque éclairé dont les réformes étaient vouées à l'échec dans les siècles obscurs de l'intolérance religieuse. Au XIXe siècle, à l'époque du romantisme et du nationalisme, l'image de Julien attira de nouveau l'attention des écrivains, poètes et artistes. Son destin inspira à Henrik Ibsen la création du célèbre drame « Empereur et Galiléen », dans lequel Julien est présenté comme un héros tragique, déchiré par des contradictions internes, un chercheur du Troisième règne, synthèse du paganisme et du christianisme. La science historique contemporaine s'efforce d'évaluer Julien de manière plus objective et équilibrée, libre des extrêmes idéologiques. Les historiens reconnaissent la complexité et l'ambiguïté de sa figure. Il fut, sans aucun doute, un homme aux capacités exceptionnelles, chef militaire talentueux, administrateur énergique, penseur profond, écrivain prolifique. Son aspiration à la justice, sa lutte contre la corruption, son souci du bien de ses sujets méritent le respect. Sa tentative de réformer le paganisme, de lui donner une profondeur philosophique et une orientation éthique, fut à sa manière grandiose. Cependant, les historiens soulignent également ses défauts et ses erreurs. Sa politique religieuse, malgré la proclamation formelle de la tolérance, visait en fait à discriminer le christianisme et à imposer artificiellement le paganisme, ce qui ne pouvait que susciter la résistance.
Son édit sur les écoles était une violation manifeste du principe de la liberté de conscience. Son idéalisme frisait souvent le fanatisme. Son intolérance envers la dissidence, en particulier à l'égard des chrétiens, contredisait ses propres principes philosophiques. Sa campagne de Perse fut une aventure mal préparée qui eut des conséquences catastrophiques. Julien avait-il une chance de changer l'avenir religieux de l'Europe? La plupart des historiens contemporains répondent négativement à cette question. Au milieu du IVe siècle, le christianisme était déjà trop profondément enraciné dans l'Empire romain, en particulier dans sa partie orientale, la plus développée. Il possédait une organisation puissante, une théologie développée, une large base sociale. Le paganisme, malgré tous les efforts de Julien, restait fragmenté, archaïque, dépourvu d'un centre unifié et d'une idéologie attrayante pour les masses. La tentative de Julien de créer une « église païenne » sur le modèle chrétien était artificielle et tardive. Même s'il n'était pas mort en Perse et avait régné plus longtemps, il est peu probable qu'il eût réussi à arrêter la marche triomphale du christianisme. Très probablement, sa politique n'aurait fait qu'exacerber les conflits religieux et affaiblir davantage l'Empire. Néanmoins, l'héritage de Julien l'Apostate dépasse de loin sa réforme religieuse manquée. Sa vie et son œuvre sont un exemple frappant de la tragédie d'un idéaliste, tentant de s'opposer au cours inexorable de l'histoire. Il fut le dernier représentant du monde antique sur le trône impérial, le dernier à avoir sérieusement tenté de faire revivre ses valeurs et ses idéaux. Sa figure symbolise l'affrontement de deux mondes, de deux civilisations, l'Antiquité finissante et le Moyen-Âge chrétien naissant. Julien reste une question éternelle pour les historiens et les philosophes. Fut-il le dernier héros du paganisme ou un rêveur tragique qui n'a pas compris son temps? Fut-il un réformateur éclairé ou un réactionnaire tentant d'arrêter le progrès? Les réponses à ces questions dépendent du point de vue, du système de valeurs de chacun de ceux qui se penchent sur son héritage. Une chose est certaine, Flavius Claudius Julianus fut une personnalité hors du commun, qui laissa une profonde empreinte dans l'histoire. Son court règne devint l'un des épisodes les plus dramatiques et intéressants de l'histoire du bas-empire romain. Il força ses contemporains et la postérité à réfléchir aux questions fondamentales de la foi, de la culture, du pouvoir, du sens de l'histoire et du destin des civilisations. Et même aujourd'hui, près de 17 siècles plus tard, son nom continue de susciter des controverses et d'émouvoir les esprits, prouvant que les ombres des grandes personnalités du passé ne disparaissent pas sans laisser de traces, mais continuent de projeter leur lumière ou leur ombre sur les générations suivantes. Peut-être l'épitaphe la plus juste pour Julien n'appartient-elle ni à ses amis ni à ses ennemis, mais à l'histoire elle-même, qui, dans sa sagesse impartiale, a conservé le souvenir de lui comme d'un homme qui osa défier son siècle, fut-il voué à l'échec. Il fut le dernier reflet du soleil couchant de l'Antiquité, le dernier accord de la grande symphonie de l'esprit hellénique, avant que le crépuscule d'une ère nouvelle ne s'abatte sur le monde. Et c'est en cela que réside sa signification impérissable et sa tragédie éternelle. Nous vous remercions d'avoir passé avec nous ce long, et nous l'espérons, passionnant voyage dans le monde de l'empereur Julien l'Apostate. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et à laisser vos commentaires. Quelles autres figures historiques ou époques aimeriez-vous découvrir dans nos prochains épisodes? À bientôt sur les pages de l'histoire.